Bonjour. Moi, je pense qu'il y a une notion qui est assez simple, c'est-à-dire que l'espace public est un bien qui est financé par l'argent public. Et cet argent public, il vient du citoyen, c'est-à-dire que chacun, avec ses impôts, avec ses taxes, va financer les équipements publics de la ville, dont les espaces publics. Et donc, ce que je trouve correct et efficace aussi, c'est que viennent avec le bâtiment public, viennent avec l'équipement public, un financement et donc une organisation d'espace public qui va mettre en relation ce programme public d'un nouvel équipement, par exemple, dans un quartier, avec le quartier lui-même. Et ce trait d'union n'est pas seulement un trait d'union, j'allais dire, de façade, c'est-à-dire d'avoir un dégagement devant la porte d'entrée de l'équipement public, mais plutôt d'avoir un raisonnement de porosité, d'interpénétration, d'usage à des moments où il n'y a pas d'activité dans l'équipement public, pour que le quartier puisse se l'approprier et le faire vivre différemment, ou bien que ce bâtiment ne soit pas un obstacle à des cheminements urbains parce qu'il est fermé. La question de la rue, elle est souvent réduite à un premier étage ou à un grand ou haut premier étage. Ce qui est certainement plus juste en ce qui concerne la métropole, c'est que la rue n'est pas seulement un espace, si je puis dire, horizontal, mais devient plutôt un espace vertical. Pas seulement parce que la question de la topographie, c'est-à-dire la question d'utiliser des contrebas de la rue est une solution urbaine, mais aussi parce qu'on peut aussi monter dans les étages. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle à corps et à cri la mixité dans les bâtiments, ça veut bien dire que des fonctions de socle vont être plus importantes et elles ne vont pas se réduire à une simple galerie de vitrines. Donc c'est, je dirais, 3 étages au-dessus, 3 étages en dessous, ça commence à être un ensemble d'une vingtaine de mètres d'épaisseur, la rue. Moi, je pense qu'il faut développer, et on s'y emploie depuis une trentaine d'années, un travail, je dirais, un peu sous-cutané, c'est-à-dire le travail de l'épiderme, donner à nos bâtiments des racines, et que le sol ne soit pas la séparation du dessus et du dessous. Cette complexité nous permet justement de prolonger en fait les bâtiments dans le sol, d'y installer un certain nombre de services, un certain nombre de fonctions, un certain nombre d'usages qui s'y trouvent beaucoup mieux parce que plus connectés entre eux, plus rapprochés aussi des systèmes de transport, mais aussi des systèmes de logistique, des systèmes de stockage. On a de plus en plus besoin de stockage au plus près de nos lieux d'habitation, en particulier pour le e-commerce, etc. Donc, même pour les databases qu'on doit protéger. Enfin, donc il y a toute l'arrivée de lieux qui sont des lieux, si je puis dire, de fondation du mode de fonctionnement de la métropole et qui peuvent être imaginés comme étant, d'une certaine façon, une forme de socle habité, vivant, et qui va nourrir les bâtiments en superstructure là où nous allons vivre. La question du sous-sol, par exemple, si on, sur la question peut-être de pathologie d'une certaine façon, il y a en termes, il y a des questions olfactives aussi. Le sous-sol sent mauvais, souvent. Mauvais
au sens de, par exemple, il sent l'humidité. Bon. Bon, il peut y avoir aussi d'autres types d'odeurs plus nauséabondes, parce qu'il y a des égouts, je ne sais pas, enfin on a un peu cette espèce d'imaginaire. C'est un lieu qui est un lieu, évidemment, a priori pensé sans lumière naturelle. C'est un lieu également qu'on pense très contraignant dans sa dimension. C'est-à-dire on pense que les espaces en sous-sol sont des espaces petits. Donc une tendance à la claustrophobie. En fait, si on fait un travail plutôt de superposition de lieux, ça va nous permettre de faire entrer de la lumière. Ça va nous permettre d'avoir des espaces qui vont ne pas être réduits à des tuyaux, à des tunnels ou à des grottes. Et on va, au contraire, avoir un sentiment, curieusement, d'absence d'architecture. C'est-à-dire qu'on est creusé dans le sol. On travaille sur la station de métro, qui est la station de métro de la gare de Naples, ce qui est un terme un petit peu impropre, parce que je devrais dire des gares de Naples, car il y a 4 ou 5 gares, une gare avec le train rapide, le TGV italien, une gare nationale, une gare régionale, un RER, et puis évidemment il y a une gare routière. Donc c'est une vraie plateforme multimodale comme on en rêve, pratiquement ouvrant sur le même espace public, qui est la Piazza Garibaldi, qui est un espace public de très grande dimension, puisqu'il représente à peu près 200 mètres de large presque et 450 mètres de long. Donc c'est sensiblement la place de la Concorde à Paris. Et donc là, il y a un travail de topographie que l'on développe pour créer presque une espèce de double deck, quoi, une espèce de double sol, le sol historique de la place, et puis un autre sol à ciel ouvert que l'on creuse en contrebas, à peu près 7, 8 mètres, 9 mètres de profondeur, et qui va, dans son épaisseur, permettre un certain nombre de connexions. Ce n'est pas une espèce de pieuvre dans laquelle on va se perdre. Non, ce sont le tracé d'une place, des implantations d'entrée, des formes qui permettent d'avoir des puits de lumière qui conduisent la lumière au plus profond des infrastructures, un tracé linéaire d'une galerie qui est creusée dans le sol et plantée d'arbres métalliques avec des toiles de façon à créer de l'ombre, puisque à Naples, le problème est plutôt un problème de soleil que de pluie, etc. Donc c'est une géométrie, une écriture qui est une écriture de dessin urbain. Mais qui ne touche pas simplement la surface du sol de la ville, mais qui va au contraire dessiner cette épaisseur, cet épiderme que j'évoquais tout à l'heure, et qui constitue les différentes couches d'échange en pied d'immeuble, en pied de bâtiment, avec cette espèce de certaine jubilation de créer des lieux qui sont des lieux inédits dans la ville.